Je voudrais vous vendre un concept, une idée. Beaucoup de recherches sur le vieillissement, il y a peu de recherches sur le vieillissement déjà, et beaucoup de recherches portent sur les gens âgés. Donc, comme si le vieillissement commençait à 65 ans, que le passé ne comptait pas. Donc, c'est l'idée qu'on veut combattre pour montrer que le vieillissement est un processus. Ça commence dès qu'on est né. Donc, comment le regarder ça pour les choses qui nous intéressent? Donc, je vais vous montrer un peu la recherche qu'on fait. Ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, donc on peut avoir deux approches. On peut avoir l'approche curative et une approche de prévention, qui est basée sur la prévention. Je ne vais pas aujourd'hui parler de cette approche. Il y a beaucoup de recherches maintenant pour comprendre les mécanismes. Donc, vraiment, là, il y a la recherche sur est-ce qu'on peut prédire l'âge biologique d'un individu? Est-ce qu'on peut comprendre les processus? Donc, ça a commencé avec la recherche transversale sur les télomères et des choses comme ça. Là, beaucoup d'intérêt sur les protéines avec le proteomics. Et le but est dans cette recherche est curative parce qu'ils sont en train de regarder, nous on fait partie, financé par le Wellcome Trust, regarder les protéines un par un pour trouver un therapeutic target qui sera après testé par les équipes. Donc, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de la prévention. Alors, un exemple magnifique de la réussite de prévention, c'est la maladie cardiovasculaire, la maladie coronarienne, particulièrement. C'était l'épidémie des derniers siècles, et on voit que la recherche sur la prévention, essentiellement, a fait baisser l'impact de cette maladie. Là, on voit la mortalité causée par les maladies cardiovasculaires. Comment ils ont fait ça? Pas en faisant les IRM du cœur, pas en scannant ça dans toutes les directions. L'idée, c'était vraiment de faire travailler les facteurs de risque, l'hypertension, l'activité physique, le tabac. Donc ça, c'est un travail qui a montré, ça c'est un travail de Salem Youssef qui a fait ses travaux dans toutes les régions du monde pour montrer que 70% de cas de maladies cardiovasculaires sont attribuables à des facteurs de risque qui sont potentiellement modifiables. Alors, quand on parle de vieillissement, on voudrait garder cette approche en tête et introduire l'idée de life course. L'idée de life course, parcours de vie, c'est simplement pour dire qu'il y a des facteurs de risque et de protection qui travaillent tout au long de la vie. Il y a certainement des trajectoires qui sont plus favorables que l'autre, mais on peut changer les trajectoires. Il y a l'impact cumulatif des facteurs de risque. Il y a des périodes aussi critiques. Par exemple, si on a l'hypertension à 50 ans et ce n'est pas contrôlé, à 80 ans, quand le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées est le plus élevé, c'est évidemment la période critique et impact cumulatif marchent ensemble dans ces modèles. Donc le travail qui est fait dans mon équipe, une petite équipe, je dois dire, c'est regarder l'impact de facteurs de risque modifiables sur le vieillissement. Donc on regarde le fonctionnement physique, cognitif, on regarde la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et l'incapacité. L'idée, c'est aussi informer la prévention primaire et secondaire. Par exemple, pour tout ce qui est incapacité, c'est possible que les travaux sur la fragilité et multimorbidité
vont avoir un impact. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, mais on va commencer par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. La pensée dominante dans ce domaine reste que c'est une maladie du cerveau. Donc, il faut regarder le cerveau, il faut faire les IRM, il faut faire les biomarqueurs dans le cerveau. Mais on sait bien que le cerveau, pour vivre, le cerveau est dépendant de plusieurs organes du corps. Donc ça, c'est deux papiers magnifiques qui montrent ça très, très bien. Mais comme je vous disais que la philosophie dominante, c'est regarder le cerveau. Et maintenant, on sait que les changements dans les biomarqueurs dans le cerveau déroulent sur une période de 15 à 20 ans avant le diagnostic de maladie d'Alzheimer, par exemple. Mais cette approche est très utile pour le diagnostic, mais aussi pour l'approche thérapeutique. Mais si on veut vraiment faire la prévention, c'est plutôt cette approche parcours de vie qui est recommandée. Et finalement, le NIH a soutenu cette approche en disant qu'il faut regarder les facteurs de risque tout au cours de la vie pour comprendre sur quoi jouer pour la prévention. Alors, je vous dis ça, ça paraît très simple, mais il faut les donner. Par exemple, en France, pour le moment, on n'a aucune donnée pour pouvoir tester ça. C'est vrai dans plusieurs pays. Il y a peu de cohortes qui permettent ce type d'analyse. Nous, on a beaucoup utilisé la cohorte Whitehall. Moi, je suis un des PI de cette cohorte Whitehall et on a développé ces données au cours de 25 dernières années pour pouvoir montrer ces résultats. Donc, comment faire l'analyse? Je vais faire ça rapidement parce que je vous ai déjà montré ces diapos. Mais très simplement, si on veut regarder les périodes critiques ou critical or sensitive periods pour l'exposition, on peut faire les analyses simples de survie en regardant les mesures de facteurs de risque à 50 ans, 60 ans et 70 ans, sachant que l'âge de diagnostic médian en France de maladie d'Alzheimer, c'est 80 ans à peu près. Si on voit une association que avec les mesures de facteurs de risque à 60 ans, évidemment, c'est en sachant que la maladie, la période préclinique de la maladie, c'est 15 à 20 ans, si on voit que les associations avec les mesures à 70 ans, c'est évidemment à cause de la causalité inverse. On sait que les gens dans la période préclinique perdent du poids, arrêtent de manger, ne bougent pas, etc., etc. Le deuxième approche qu'on a utilisée, c'est regarder, vraiment modéliser, prendre le temps zéro comme la date de diagnostic de la maladie et aller en arrière sur une période d'ici 26 ans pour regarder si le facteur de risque, donc on compare le facteur de risque chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées et les autres pour voir s'il y a des différences dans les trajectoires de ces analyses. Donc on a utilisé ces deux approches dans une série de papiers. Je vais vous montrer deux exemples. Le premier, c'est un papier publié maintenant il y a 3 ans pour regarder le lien entre le diabète de type 2 et la démence. Normalement, les processus biologiques montrent qu'il devrait y avoir un lien, mais les résultats dans la littérature ne montraient pas un lien stable. Donc, dans ce papier, on a montré que chez les personnes qui ont un diagnostic de diabète tôt, donc avant 60 ans, ils ont un risque évidemment plus élevé d'avoir une maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Quand le diagnostic vient tard, l'exposition
au diabète est beaucoup plus court pour avoir un effet. L'autre exemple, c'est la multimorbidité. C'est quelque chose dont on ne pense pas. Quand plusieurs organes sont malades dans le corps, évidemment, il y aurait un effet sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Là, je vous montre le lien entre la multimorbidité qui est beaucoup plus fort et la démence. C'est beaucoup plus fort quand il y a la multimorbidité à 55 ans. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de résultats, mais on a regardé les facteurs de risque cardiométabolique, comportement de santé, les facteurs psychosociaux, toutes sortes de choses, les biomarqueurs. Ça, c'est les papiers de 5 dernières années. C'était fait pour l'évaluation HCRS. Je suis désolée, mais je réutilise le diapo. Alors, au niveau international, on commence à travailler ensemble. Il n'y a pas les données solides. Donc, je vous montre ce travail avec Jill Livingston, publié cette année sur le Lancet Commission on Dementia Prevention Intervention Care. Ces rapports, le premier a été publié en 2017, le deuxième en 2020 et le troisième en 2024. Ils font le calcul, donc l'approche et parcours de vie, donc quels sont les facteurs de risque qui augmentent à des jeunes âges, en midlife et plus tard dans la vie, qui augmentent le risque de démence. Ces résultats sont publiés et je sais que c'est publié par le Lancet et je sais que je suis aussi un co-auteur, mais il y a certains de ces calculs où je ne suis pas très sûre. Donc ça va changer. Je pense que ça va changer parce que c'est basé essentiellement sur les données qui sont un peu faibles, si c'est ça le mot, ou pas tout à fait, la qualité n'est pas tout à fait bonne. Mais c'est important que on commence à penser de cette façon. On a aussi travaillé évidemment sur l'incapacité, et je vais faire ça rapidement, avec la même idée de regarder, prendre l'approche parcours de vie, quelques travaux. Alors, le processus cognitif et le déclin cognitif et physique, est-ce que c'est lié ou pas? On ne sait pas. Il y a peu de recherches, mais pour la fonction cognitive, on sait qu'il y a un déclin terminal decline. Donc, c'est le déclin avant le décès. On voulait tester ça pour le fonctionnement physique, et c'est un travail de Benjamin, qui est là peut-être, un postdoc dans l'équipe, qui montre que le phénomène de déclin terminal, donc le décès c'est 0.0, et on regarde le changement dans le fonctionnement physique sur les 10 ans. On voit du déclin terminal aussi pour le fonctionnement physique. De la même façon, le concept de fragilité est utilisé très souvent pour mesurer un état de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui va, moi, je pense que ça va devenir de plus en plus important parce que est-ce qu'on peut travailler sur la fragilité? Est-ce que les personnes fragiles peuvent devenir robustes? C'est des questions qui restent, mais ce qu'il montre, ce que ce papier montre, c'est que même quand la fragilité arrive à 75 ans, on voit le changement, le déclin, surtout si vous regardez ici, le déclin dans le fonctionnement physique 25 années avant l'arrivée de la fragilité. Les questions de l'incapacité. Dans l'équipe, on ne travaillait pas beaucoup sur ces concepts, mais ça, c'est nouveau. Donc, on a regardé ici, avec les données de plusieurs cohortes, s'il y avait différence hommes-femmes, parce qu'on sait que les femmes ont beaucoup plus, la prévalence de l'incapacité chez les femmes est beaucoup plus élevée. Donc ici, on a regardé les limitations dans la mobilité, dans les activités instrumentales de la vie courante et les activités basiques de la vie courante. Et ce qui est surprenant, c'est surprising, c'est la différence homme-femme très tôt.
Donc les femmes ont beaucoup plus de mobilité très tôt, à 50 ans. Et ça, c'est quelque chose encore, il faut qu'on réfléchisse quoi faire. Pour revenir à l'incapacité, on a fait une série de papiers, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'utiliser les modèles multi-États pour regarder ces transitions. Parce que l'idée, c'est de trouver où on peut, sur quoi on peut jouer pour prévenir l'État qui vient à la suite. Tout ça, ça a donné récemment, on a eu, récemment, je ne sais pas, l'année dernière, non, cette année. Cette année, on a eu un financement de ANR, Autonomie, le PPER. L'idée, dans ce projet, c'est de regarder justement le processus de vieillissement qui donne à l'incapacité. On va regarder ça dans plusieurs cohortes, tester les différences entre hommes, femmes, l'importance de facteurs de risque individuels, contextuels. Et ce qui est absolument magnifique, c'est qu'on va simuler ça. Et ça, c'est pas nous, heureusement, c'est le Centre Borelli, parce qu'on n'a aucune compétence dans ce domaine, pour regarder si on peut trouver. Il y a des choses qu'on ne peut pas tester avec les données. On n'a pas les données, ce n'est pas possible. Donc, on va essayer de faire des simulations pour pouvoir comprendre ce processus. Je crois que j'arrive à la fin. Mais pour les projets, on est une petite équipe, je vous disais, mais on continue à chercher à innover. Un des projets innovants récents, c'est le projet de Séverine Sabien, qui est là aussi. Ça a commencé avec ses travaux sur le comportement de santé. Donc, elle n'a pas regardé que l'activité physique ou la nutrition. L'idée, c'était vraiment de les combiner pour pouvoir montrer le lien avec les mesures de vieillissement. Donc, ce travail, c'était sur les 10 dernières années. Mais récemment, elle a monté un projet qui va combiner l'activité physique et sommeil et la sédentarité mesurer objectivement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, parce qu'on sait qu'il y a des biais de déclaration, surtout dans les comportements. Donc ce projet est basé sur je ne devrais pas dire patients, c'est des personnes qui consultent dans les centres de mémoire. Donc, il y aura la mesure d'activité physique et en fait le rythme circadien par l'accéléromètre, les biomarqueurs de rétine et les biomarqueurs sanguins pour pouvoir comprendre leur effet sur la maladie d'Alzheimer et les démences. On voit ici, alors donc c'est financé par Vaincre Alzheimer, Fondation Alzheimer et ERC Consolidator. Et le résultat préliminaire montre déjà que sur le rythme circadien, il y a bien des différences entre différents types de maladies. Ici, vous voyez ces résultats. Alors, je devrais juste vous montrer juste ce diapo pour dire qu'on n'est pas activement dans les politiques de santé publique ou des politiques de prévention, mais parce qu'on a une qualité de science qui est bonne, nos papiers sont souvent cités. Donc ça, c'est le Altimetric Score. Ça, je ne sais pas si vous les connaissez. En rouge, c'est les papiers qui sont cités dans les policy documents. Donc, je vais dire merci. Il y a toute une équipe derrière. Moi, je suis juste la porte-parole. Merci beaucoup. Bravo.